Bonjour à tous et bienvenue dans cette activité sur les origamis et les mathématiques. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? Les origamis ou bien les mathématiques? Ah oui, je vois, c'est votre prof de maths qui vous oblige. D'accord, mais ne vous en faites pas. On va faire beaucoup d'origamis et un tout petit peu de mathématiques. Alors les origamis, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez sans doute ceci. Ça, ceci est un cheval ailé, un Pégase, et une version un peu plus élaborée, sur la même base, mais avec quelques plis en plus. Voici une grenouille, et en utilisant les deux faces du papier, une salamandre, toujours sur le même principe des deux faces du papier, ou alors une figure humaine, ici une statue en terre cuite d'une tombe chinoise. Vous voyez que c'est un modèle un peu plus compliqué, tout à fait tridimensionnel, fermé, mais le tout formé avec une seule feuille de papier toujours, carré et sans aucune découpe, uniquement des pliages. Oh mais attention, je sens que votre professeur nous regarde. Et donc les théorèmes, beaucoup de théorèmes ont la forme d'une égalité. Par exemple, voici, quelque chose est égal à quelque chose d'autre. Ce qui veut dire qu'on est en fait en train de regarder une même chose d'un point de vue à gauche et d'un autre point de vue à droite, et on se rend compte que c'est en fait la même chose, mais vue de deux points de vue différents. Alors voir les choses d'un point de vue différent, c'est ce qu'on va essayer de faire avec des origamis. Et pour ça, on va commencer avec des feuilles A4. Si vous n'avez pas prévu de feuilles A4, c'est le moment d'aller en chercher, et aussi une paire de ciseaux. J'insiste beaucoup, il faut que ce soit des feuilles de format A4. Et voici la raison pour laquelle j'insiste sur le format A4, c'est que, vous le savez sans doute, le format A4 est un format un peu particulier, au sens où c'est la moitié d'une feuille A3. Vous voyez ici sur cette rogneuse qu'il y a une graduation pour la feuille A3. Ça, c'est la largeur d'une feuille A3 qui correspond en fait à la longueur d'une feuille A4, qui est graduée ici. Par contre, si vous coupez une feuille A4 en deux, je vais simuler ça en la pliant en deux ici, vous allez tomber sur la largeur d'une feuille A5. Alors, vous pouvez faire ça avec votre feuille. Moi, je vais le faire avec la rogneuse ici. Voici. J'obtiens donc deux feuilles de format A5. Et la particularité, c'est que la feuille A5 a en fait le même rapport des côtés qu'une feuille A4. Je vais vous montrer ceci avec une autre feuille A4 que j'ai pliée en deux également, mais suivant la diagonale cette fois-ci. Pour mieux voir la diagonale, je l'ai tracée en noir. Une chose que je peux faire, c'est dire, voilà, ma feuille A4 coupée en deux a le même rapport que ma feuille A4 de départ par un effet de perspective. Voici, je rapproche la feuille coupée en deux et je vois qu'effectivement, elle a l'air d'être de même aspect que la feuille A4 de départ. Ce que je peux faire aussi, c'est utiliser cette diagonale et montrer que le coin se trouve également sur cette diagonale. On a en fait une homothétie dont le centre se trouve en bas à gauche ici, qui me permet de passer de la feuille A4 à la feuille A5. Je peux continuer le process en prenant cette feuille A5, en prenant cette feuille A5 et en la divisant de nouveau en deux. Comme ceci.
Ceci était donc ma feuille A5, A4 divisé en 2. Voici la feuille divisée en 4. Et de nouveau, je vais me retrouver sur cette même diagonale. Et ainsi de suite. Je peux chaque fois couper en deux. Je vais chaque fois me retrouver sur un triangle de même aspect que le format de départ. Ça, c'est donc la particularité du format A4, A5, A6, etc. Le format A4 a d'autres propriétés encore, et pour le montrer, je vais utiliser une nouvelle feuille. Pas vraiment nouvelle, c'est une feuille recyclée. Pas besoin d'utiliser de belles feuilles pour ça. Je vais vous demander de faire le même pliage que moi. Prenez la feuille A4 de manière horizontale et vous prenez le coin inférieur gauche que vous pliez et que vous ramenez sur le côté supérieur en partant avec un pli qui part du coin supérieur gauche ici. Vous ajustez bien ce point-ci et vous formez le pli. Nous allons faire un pli semblable en partant du coin inférieur droit. Cette fois-ci, on va l'appliquer sur le bord du papier que l'on vient d'amener ici. Donc toujours bien former la pointe ici en bas et amener le coin du papier sur le bord ici. Et voilà. La question est, qu'est-ce que vous voyez de particulier dans cette figure? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous pouvez même mettre la vidéo en pause si vous voulez. Ça va? Alors, je vous ai dit au départ, un théorème, c'est regarder les choses d'un autre point de vue. Ici, l'autre point de vue, c'est celui-ci. Ça permet de voir les choses de manière un petit peu plus claire. Et peut-être même comme ceci, c'est encore plus clair. Vous voyez que cette figure obtenue est en fait symétrique, bien qu'elle n'ait pas l'air symétrique du tout de l'autre côté. Et pour bien voir qu'elle est symétrique, nous allons plier cette feuille en deux. Et voir qu'effectivement, les deux parties se recouvrent exactement. Le petit triangle ici suit le mouvement. Nous pouvons regarder ça par l'autre côté également. Voici ce que nous avons fait. Nous sommes partis de la feuille A4, nous avons plié le coin gauche, le coin droit, et nous avons vu que la figure obtenue est symétrique. Qu'est-ce que cela signifie que la figure est symétrique? Je vais reprendre la même feuille, mais en plus propre. Voici donc la feuille A4. Et imaginons que la largeur de ce papier, elle fait en fait 21 cm, on va appeler ça une longueur unité 1. Quand je vous ai dit de plier le coin inférieur gauche, on a en fait été faire une marque ici, qui est également à une longueur unité du bord du coin du papier, ici. Donc ce côté-ci a une longueur unité également. Nous avons donc un triangle rectangle, isocèle, de côté 1. Et donc en utilisant le théorème de Pythagore, nous pouvons calculer la longueur de l'hypoténuse ici.
1 au carré plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1, 2. Donc le côté ici doit valoir racine carrée de 2. Ensuite, quand je vous ai dit la figure est symétrique et donc on peut replier ce côté-ci sur ce côté-ci, ce que nous avons fait, c'est en fait démontrer que la longueur de notre rectangle est égale à cette hypoténuse qu'on vient de calculer. Et donc, la longueur du rectangle est racine carrée de 2. Et voilà donc une propriété intéressante du papier A4, c'est que le rapport des côtés est égal à racine carrée de 2 sur 1. Ça, c'est ce qui définit le format A4, A5, A6, etc. Alors, à partir de là, on peut se demander, eh bien, comment ça se fait alors qu'en ayant ce rapport racine de 2 sur 1, on a cette propriété que, quand on plie le papier en deux, on réobtient le même rapport. Nous allons voir ça tout de suite avec une nouvelle feuille. Voici donc une feuille avec un rapport racine de 2 sur 1 que je plie en deux. Et donc je définis ici la demi-longueur qui est racine de 2 sur 2, que je peux diviser au-dessus et en dessous par racine de 2, et j'obtiens alors 1 sur 2 divisé par racine de 2, c'est racine de 2. Et donc si je regarde la moitié de cette feuille A4, la feuille A5, le grand côté vaut 1, et le petit côté vaut 1 sur racine de 2. Et donc, le rapport des côtés, eh bien, 1 divisé par 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2. Nous avons bien démontré que la feuille A5 a le même rapport des côtés que la feuille A4. Si vous avez toujours votre feuille de départ, vous pouvez découvrir un autre rectangle dans le pliage que l'on a fait. Le rectangle se trouve ici. Je vais le repasser en noir. Eh bien, chose intéressante, ce rectangle a aussi un rapport racine de 2 sur 1. Nous pouvons le voir en utilisant de nouveau notre feuille avec diagonale. Si j'aligne le coin inférieur gauche ici, voyons que nous tombons de nouveau sur la diagonale du papier. Il y a encore d'autres rectangles du même rapport qui sont cachés dans cette figure-ci. Je peux par exemple plier ce coin-ci en partant du coin droit ici. Replier de nouveau à partir de ce nouveau coin. Et nous obtenons un nouveau rectangle. Et ce rectangle a également un rapport racine de 2 sur 1. Petit récapitulatif pour voir si vous suivez. Je vais vous poser 3 petites questions à propos des feuilles A4 et des origamis. Première question, comment peut-on découper un papier A4 en un papier origami, c'est-à-dire un papier carré? Je vous laisse réfléchir un petit peu, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez.
C'est très facile évidemment, c'est simplement le premier mouvement qu'on a fait. On prend un des coins, on rabat sur le côté opposé en partant du coin. Et il suffit évidemment de couper ici. Et vous obtenez votre carré. Deuxième problème, si on vous donne une feuille, comment pouvez-vous vérifier que la feuille est de format A4? Ça y est, très facile également. C'est le pliage que l'on a fait. Vous vous souvenez, nous avons plié ceci, le coin ici, mais je ne vais pas le faire maintenant. Et on avait vu que la figure était symétrique et donc on pouvait plier ce côté-ci, ici, et vérifier que la longueur du rectangle est égale à l'hypoténuse de ce triangle, c'est-à-dire la diagonale du carré inscrit. Question un peu plus compliquée maintenant. Au lieu de partir d'une feuille A4, je pars cette fois-ci d'une feuille carrée que j'ai justement découpée d'une feuille A4. Et la question est, comment pourrais-je découper une forme de type A4 à partir d'un format carré? Là, je vous laisse réfléchir un petit peu plus longtemps. Ça y est? Évidemment, vous allez vous dire, il suffit de faire les pliages dans l'autre sens. Le seul problème, c'est que ce n'est pas si facile que ça parce qu'il nous manque déjà un morceau ici. Et donc, on n'aura pas accès au coin que l'on avait là. Nous voyons voir quand même. Nous allons faire ce premier pliage de la diagonale. Et le deuxième pli, en imaginant qu'on a toujours l'autre coin. Et voyons ce qu'on a. Cette fois-ci, on a reporté en fait ce côté-ci sur la diagonale. Et donc, il suffit de dire que maintenant, c'est ceci qui est égal à racine de 2. Comme ça, on aura un côté qui vaut racine de 2, qui est égal à cette diagonale en partant de ce point-ci. Et donc, en partant de ce point-là, on va avoir une distance égale à 1 dans ce triangle-ci. Il suffit donc de couper le papier à partir de ce coin-ci. Et on va obtenir un format de type A4. Je vous montre encore une dernière petite propriété intéressante du papier A4. Voici de nouveau le pliage original. Le coin inférieur gauche sur le bord supérieur. Et puis ramener ce coin-ci pour montrer que la figure obtenue est symétrique et que le grand côté du rectangle vaut racine de 2. En faisant ça, je vous avais dit, il y a un petit triangle ici qui se fait plier en même temps. Bien, regardons ce petit triangle. Quand je déplie le papier, il est ici, avec en fait 4 angles égaux, répartis de l'angle droit, qu'on a divisé en 2, et encore en 2. L'angle droit divisé en 2 fait un angle de 45 degrés, et divisé encore en 2, ça fait un angle de 22,5. Bien, regardez bien ce triangle. Et je prends maintenant le coin opposé. Je fais la même manœuvre. Et qu'est-ce qu'on observe?
on tombe sur le même point. Et si je fais le même pli à 22,5 degrés de l'autre côté, on se rend compte en fait qu'on a une situation symétrique. Ce côté-ci suivi de la diagonale du carré, ce côté-ci suivi de la diagonale du carré. Et donc en fait, la feuille A4 est une espèce de prolongation de la feuille carrée avec une structure qui est symétrique avec un angle de 22,5. Et ce petit supplément permet parfois de faire des pliages intéressants. Vous connaissez sans doute ce pliage-ci qui est la grue traditionnelle que tout japonais sait plier. Eh bien, grâce au supplément de la feuille A4, on peut former une variante qui est une grue à 3 têtes. Ce n'est pas nécessairement joli, mais c'est intéressant à voir. Oh, je crois que votre professeur nous regarde encore. Alors, nous allons passer au théorème de Pythagore. Nous partons cette fois-ci d'une feuille carrée. J'espère que vous avez gardé une de vos feuilles découpées en carré. Et je vais vous demander de la plier en 4 suivant les 2 diagonales, comme ceci. Une première diagonale, et sans la déplier, vous pliez suivant la deuxième diagonale. Vous obtenez un triangle. Je vais la mettre sur pointe, comme ceci. Et le troisième pli sera un pli aléatoire. Je vais vous demander de plier ce coin-ci vers le haut. Pas tout à fait aléatoire quand même. Essayez de garder le pli ici, parallèle à la base du triangle ici. Mais vous avez le choix où mettre la pointe. Vous pouvez même dépasser si vous voulez. Vous pouvez être plus bas. Je vous conseille quand même, pour la première fois, de faire un pli vraiment aléatoire, c'est-à-dire qui n'est ni à la moitié ici, ni exactement là, ni rien de particulier. Donc on va essayer de faire par exemple comme ceci. Voilà. Et donc le pli doit être parallèle à la base du triangle. Nous déplions tout cela. Et vous voyez que nous obtenons un carré en plein milieu de notre carré. Si vous n'avez pas été parallèle, vous verrez que votre carré n'est pas bien carré, pas trop grave. Essayez de le rectifier en repliant les côtés et en les prolongeant jusqu'au bord du papier, comme ceci. Et cette fois-ci, vous avez le bord du papier pour vérifier que vous êtes bien perpendiculaire. Vous faites ça sur les 4 côtés. En marquant bien les plis. Et en vérifiant chaque fois que vous êtes bien perpendiculaire aux côtés. Maintenant, je vais vous demander de bien regarder le rectangle qu'on a défini ici et qui contient donc un carré dans le coin inférieur droit suivi d'un rectangle qui pourrait être plus ou moins rectangulaire, plus ou moins carré, suivant l'endroit où vous avez fait le pli du carré central. Prenez ce rectangle et vous le divisez en 2 suivant la diagonale. Comme ceci.
Et je vais le marquer en noir pour que ce soit plus clair. Et vous faites ça 4 fois de suite en tournant chaque fois le papier. Deux fois. Trois fois. Et 4 fois. Maintenant, nous allons mettre quelques notations. Vous avez ici un triangle rectangle. On va prendre les deux côtés de l'angle droit. Le plus petit, on va le nommer A. Le plus grand, on va le nommer B. Et l'hypoténuse ici sera nommée C. Une chose que vous pouvez remarquer, c'est que en formant ce nouveau pli C 4 fois de suite, on a redéfini ici un nouveau carré qui est à un certain angle. Et pour mieux le voir, je vais faire les plis dans l'autre sens. Hein? Vous voyez que c'est bien un carré. Un carré de côté C. Et donc, l'aire de ce carré est égal à C au carré. Déplions ceci. Et nous allons de nouveau regarder les choses d'un autre angle. Nous avons toujours notre triangle ici en bas. Et je vais tracer quelques lignes. Une ligne verticale ici et une ligne horizontale ici. En regardant l'autre côté, je sais que ce côté-ci est égal à B, tandis que ce côté-ci, c'est la hauteur de notre triangle. Il se retrouve ici. Et je vais même tracer une ligne supplémentaire pour montrer le triangle de départ, mais qui a été déplacé au-dessus, côté B. Ici, évidemment, nous avons un carré du côté B. Ici également un carré du côté A. Je vais aussi tracer ce triangle-ci. Donc, qu'avons-nous ici? Nous avons ici un carré de côté B. Donc, l'aire est égal à B carré. Ici, un carré de côté A. Donc, l'aire est A carré. Récapitulons. De ce côté-ci, nous partons du carré de départ. Nous enlevons 4 triangles, le triangle de départ, du côté
A, B et C, et nous obtenons un carré d'air C carré. De l'autre côté, si je pars également du carré de départ, j'enlève 1, 2, 3, 4 triangles du côté A, B et C. Il nous reste un carré d'air B carré plus un carré d'air A carré. Donc ce qui nous reste de ce côté-ci, c'est A carré plus B carré, qui est égal, de l'autre côté, à C carré. C'est bien le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore était très connu, évidemment. Maintenant, je vais vous parler d'un autre théorème beaucoup moins connu, c'est le théorème de Haga. Alors, Haga, ce n'était pas un mathématicien, c'était un biologiste, mais il se fait aussi qu'il aimait les origamis. Là, il a découvert ceci. Il a d'abord pris une feuille, carrée évidemment, il l'a pliée en deux, juste une partie en fait, et marquer ça un peu mieux pour que vous voyez. Donc il a fait une marque au milieu d'un des côtés du carré, et puis il a pris un des coins opposés et il l'a amené sur ce pli-là. Ce faisant, il a défini ici un triangle rectangle. Dont on va noter l'hypoténuse de nouveau C. Le petit côté, on va l'appeler également A. Et le grand côté, je pourrais l'appeler B, mais on sait aussi que c'est la moitié de notre feuille de départ. Alors je pourrais appeler ça 1/2. Je vais, pour une certaine raison, appeler ça 4. Décider que la longueur du grand côté de notre triangle rectangle ici vaut 4. Vous allez voir plus tard pourquoi. Alors, question évidemment, quelles sont les deux autres dimensions A et C? Et bien pour faire ça, nous allons évidemment utiliser le théorème de Pythagore qu'on vient de démontrer. Le théorème de Pythagore va nous dire que A carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 16, est égal à C au carré. Et une autre relation qu'on peut utiliser, c'est que quand on déplie ceci, le C se retrouve ici. Et donc la longueur A plus la longueur C est égale au grand côté, c'est-à-dire 2 fois le demi-côté, c'est-à-dire 2 fois 4. A plus C est égal à 2 fois 4, 8. En utilisant ces deux relations-là, ensemble, ceci va nous donner que C est égal à 8 moins A. Et en mettant ceci là-dedans, on va obtenir que A au carré plus 16 est égal à 8 moins A au carré. On développe ceci, nous obtenons 64 moins 2 fois 8 fois A, 16A, plus A carré. Vous voyez qu'on a A carré de chaque côté. On simplifie. Oups, j'ai oublié le A ici. Donc, moins 16A, qu'on va les mettre de l'autre côté, est égal à 64 moins 16. Et donc, A est égal à 64 divisé par 16, moins 16 divisé par 16, c'est-à-dire 1. Et on obtient, en fait, A est égal
à 3. Par contre, C est égal à 8 moins A, c'est-à-dire C est égal à 5. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais pris une dimension 4 ici au départ, parce que ça nous donne en fait que ce triangle-ci a pour côté A égale à 3, 4 et C égale à 5. Les côtés de ce triangle sont en progression 3, 4 et 5, sont surtout des nombres entiers. C'est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. Et ce triplet pythagoricien est très connu, il est connu même depuis le temps des Égyptiens des pyramides, parce que ça permettait très facilement de construire un angle droit. Ça s'appelle la méthode de la corde. Je vais vous montrer ça. On prenait une corde. Nous complet, c'est en fait la corde à nœud. Vous faites un nœud quelque part. Vous faites un deuxième nœud un peu plus loin. Et quand je dis un peu plus loin, ça dépend de la taille de l'équerre que vous voulez construire. On va construire à peu près de cette taille-ci. Et vous allez continuer à construire, à fabriquer des nœuds à intervalles réguliers. Pour en fait graduer votre corde avec des nœuds régulièrement espacés. On va un petit peu accélérer le processus pour que vous n'ayez pas trop à attendre. Vous allez ainsi former 11 nœuds et puis un 12e nœud pour refermer le tout. Et former une boucle. Et maintenant, chaque fois que vous avez besoin d'un angle droit, vous comptez 3 nœuds d'un côté, 4 nœuds de l'autre, il vous reste 5 segments et vous avez un angle droit. C'est ainsi que les Égyptiens formaient des angles droits pour construire leurs pyramides. Voici une petite application du théorème de Haga. Nous reprenons une feuille carrée, faisons une petite marque à la moitié du côté, et je plie le coin jusqu'à cette marque-là. Jusque-là, rien de changé, c'est exactement le théorème de Haga. Et maintenant, je vais plier ceci en deux, en amenant les coins ici ensemble. Et vous voyez que les lignes s'alignent exactement. Ceci est le Père Noël de Paula Wurtznig. Maintenant, le théorème de Haga peut être généralisé. Au lieu de faire la marque à la moitié du papier, une généralisation consiste à prendre n'importe quelle fraction. Je vais prendre par exemple ici 3/4. Donc j'ai plié en deux et puis en deux, et cette marque-ci se trouve à 3/4 du papier. Et de là, je vais faire la même manipulation, plier le coin inférieur gauche sur cette nouvelle marque. J'obtiens de nouveau un triangle rectangle. Et cette fois-ci, je vais noter les côtés
A, B et C. Et nous allons voir ce qu'on peut déduire de cette construction. Cette fois-ci, je vais imaginer que le côté du carré est égal à unité, égal à 1. Donc, de nouveau, j'ai cette propriété que la longueur C se retrouve ici en dessous. Donc, A plus C est égal à 1. De nouveau, le théorème de Pythagore sur ce triangle-ci, A carré plus B carré est égal à C carré. En mettant ces deux-là ensemble, on obtient que A carré plus B carré est égal à un moins A au carré, c'est-à-dire 1 moins 2A plus A carré. De nouveau, je simplifie le A carré et j'obtiens que A est égal à 1 moins B carré divisé par 2, tandis que le C est de nouveau égal à 1 moins ça nous donne 1 plus B carré sur 2. Maintenant, je n'ai pas encore utilisé le fait que B était une certaine fraction du côté 1 de départ. Donc, si je suppose que B est égal en fait à un certain entier M divisé par un autre entier N, on va obtenir que A, je remplace B et je mets au même dénominateur, je vais obtenir N carré moins M carré sur 2N carré. Même chose, C va être égal à N carré plus M carré sur 2N carré. Je peux également écrire le B sous la forme quelque chose sur 2N carré. Et ce sera 2M fois N. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que si je prends ces expressions-là, qui ont été obtenues pour un carré de côté 1, si maintenant je considère que le carré n'était pas de côté 1, mais de côté 2 fois n au carré, le 2 fois n au carré va disparaître de toutes ces expressions-là, et on va obtenir que a est égal à n carré moins m carré, b est égal à 2mn, et c est égal à n carré plus m carré. Avec n et m des entiers. Et évidemment, on peut en conclure que a, b et c seront également des nombres entiers. Nombre entier au carré, somme et soustraction, et multiplication. On est toujours dans l'arithmétique des nombres entiers, donc on va rester avec des nombres entiers. Et donc, on a de nouveau généré un triplet pythagoricien, c'est-à-dire un triplet de nombres entiers qui satisfont la relation de Pythagore. Et donc, ce qu'on vient de démontrer avec ce théorème de Haga généralisé, c'est qu'il y a moyen de trouver une infinité de triplets pythagoriciens. Et voici une formule qui permet de générer ces triplets pythagoriciens. Et en fait, ces formules-là sont également appelées formules d'Euclide, qui est le premier à avoir découvert cette propriété-là, ou plutôt cette formule qui permet de générer tous les triplets pythagoriciens. Nous avons vu un certain nombre de théorèmes dans cette activité-ci, et vous avez sans doute remarqué que tous les théorèmes ne se valent pas. Il y a une espèce
de classement que l'on peut faire par ce que j'appellerais une universalité des théorèmes. Vous allez voir de quoi il s'agit. On peut commencer par le premier théorème qu'on a vu, c'est le théorème sur les rectangles, le rectangle A4. J'ai oublié de mentionner que ça s'appelle un rectangle d'argent en fait, un rectangle de côté racine de 2 sur 1. Le théorème disait que le rectangle d'argent, quand il est coupé en deux, eh bien on obtient de nouveau deux rectangles d'argent, deux rectangles de rapport racine de 2 sur 1. C'est un théorème, certes, mais c'est un théorème assez faible, disons, qui ne s'applique qu'à un certain nombre de rectangles. Vous me direz, c'est quand même un nombre infini de rectangles, mais c'est quand même un rectangle d'une certaine forme bien déterminée. Nous avons vu le théorème de Haga pour le premier cas, qu'on a coupé le côté en deux. C'est tout aussi limité, ça ne s'applique que pour ce cas-là. On part d'un carré et on divise le côté en deux. Donc c'est un théorème intéressant, mais relativement faible et limité dans son utilisation. Quand on généralise, on obtient quelque chose de beaucoup plus universel. On a maintenant quelque chose qui s'applique à un grand nombre de cas différents. On part toujours d'un carré, mais on peut diviser le côté dans une infinité de rapports différents, une infinité de rapports entiers. Et puis il y a évidemment le théorème de Pythagore, qui est extrêmement puissant. Il est valable pour n'importe quel triangle rectangle, non seulement qui varie suivant la taille, mais également suivant différents angles. Et le théorème de Pythagore est universel pour tous les triangles rectangles. La seule condition, c'est que ce soit d'abord un triangle et que le triangle soit rectangle, donc un des angles est un angle droit. Le théorème que l'on vient de voir, qui est initialement dû à Euclide, donc, le théorème des triplets pythagoriciens est encore plus puissant, parce que c'est un théorème qui démontre qu'il y a une infinité de triplets pythagoriciens. Un triplet pythagoricien, c'est un triplet de nombres entiers qui satisfont la relation de Pythagore. Il n'est pas du tout évident de prime abord qu'il en existe une infinité. On peut en trouver un très facilement, 3, 4, 5. Les Égyptiens l'avaient trouvé. Mais de là à démontrer qu'il y en a une infinité possible, c'est une autre paire de manches. Et en fait, on vient de voir que le théorème de Haga généralisé est en fait équivalent à ce théorème, puisqu'il permet également de démontrer par pliage qu'il existe une infinité de triplets pythagoriciens. Et une démonstration encore plus universelle, je dirais, c'est que la formule d'Euclide sur laquelle on est tombé avec le pliage de Haga généralisé est non seulement une méthode pour générer une infinité de triplets pythagoriciens, mais il est également possible de démontrer qu'il n'en existe pas d'autre, que c'est une formule exhaustive qu'elle permet de découvrir tous les triplets pythagoriciens. Ce n'est pas un classement tout à fait objectif, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose de supplémentaire là, dans ce théorème-là, de démontrer que non seulement il y en a une infinité, mais qu'en plus on peut tous les prévoir sans aucune exception. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse origamidro@icloud.com. Vos données resteront privées et strictement non commerciales. Voilà, j'espère que nous nous reverrons dans d'autres vidéos encore pour plier d'autres origamis et peut-être faire d'autres mathématiques. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.